déjà, comme le Seigneur s'est offert. Ici au Tabernacle, vous savez qu'un culte n'a jamais été semblable à l'autre. Vous le savez, non? On ne connaît pas de routine ici. Il y a toujours des innovations. Parce que le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, il est tellement immense que c'est difficile d'arriver à la fin avec lui. Quand on démarre avec lui, ce n'est pas sûr que tu vas... La musique, il est infiniment grand. Infiniment grand. Donc quand on parle même de Oméga là, c'est difficile d'arriver jusqu'à cette fin-là. C'est pourquoi il nous fait montrer juste quelques bribes de son savoir, de sa connaissance, son intelligence, pendant que nous nous trouvons ici. Hier, là, nous avons, pendant l'enseignement, il est arrivé que l'économie du Cameroun soit sur la table, surtout avec les histoires de privatisation qu'on a lancées depuis 2010, quand on a parlé du plan d'achèvement et tout ça. J'avais demandé au frère Olivier s'il avait une idée claire par rapport à la SONEL. Je pense que tu vas venir expliquer ce que tu as envoyé là, hein, puisque on a constaté que les différentes sociétés importantes d'État ou parapublic, tout a été bradé. Et en ce qui concerne la SONEL particulièrement, explique-nous un peu. Peuple de Dieu, bonjour. Après le débat ici hier, quand je rentrais à la maison, je n'ai pas été là jusqu'à la fin, je m'excuse. Et le Seigneur m'a inspiré, aussitôt arrivé à la maison, de faire un petit chemin au pasteur pour améliorer sa compréhension de cet affaire dont on a parlé hier, et notamment des privatisations. On a beaucoup parlé du sujet de la SONEL, de l'association de la SONEL. Et j'ai donc fait quelque chose sur le papier que je vais déposer ce matin. Et mon esprit me disait qu'il va m'appeler. Donc je ne suis pas surpris d'être ici devant vous maintenant. Hier, nous avons remis en cause la privatisation des sociétés d'État qui ont eu lieu des années passées au motif de l'ajustement structurel. Nous avons été qualifiés à l'initiative PPTE, c'est-à-dire le Cameroun, et cette initiative PPTE visait quoi? Visait à mettre en place un certain nombre de réformes pour que, au terme, si toutes ces réformes sont mises en place, convenablement, comme les Blancs nous l'exigent, que nous puissions bénéficier de l'annulation de la dette. Et cette dette-là, quand elle est annulée, elle donne du souffle à l'économie pour qu'on puisse se développer. C'était ça l'idée générale. Donc, dans l'application, nous avons donc été qualifiés à ce principe. Et l'une des réformes était la privatisation, notamment des sociétés d'État. Donc, c'est comme ça que ces sociétés ont été privatisées, la SONEL et les autres. Donc, dans le cas de la SONEL, l'État a privatisé la SONEL à des sociétés étrangères, américaines, françaises et autres. Et au jour d'aujourd'hui, dans l'enseignement d'hier, nous nous sommes posé la question, est-ce que véritablement l'État devait vendre ces sociétés? Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à pouvoir faire pour reprendre
nos sociétés. Donc c'est dans ce cas-là que j'ai voulu donner des explications au pasteur. Initialement, la SONEL s'occupait et de la production de l'énergie électrique et du transport de l'énergie électrique et de la distribution, c'est-à-dire la mise à la consommation. Ça fait 3 maillons. Et la SONEL était donc rémunérée par la mise à la consommation par rapport à la rémunération qu'elle recouvrait. C'est-à-dire que quand vous consommez 1 kW d'électricité, vous payez, cela paye et les charges de distribution, et les charges de transport, et les charges de production et de maintenant d'exploitation. Maintenant, les Blancs ont pris ces sociétés. Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que le volet, le maillon de la production était un maillon suffisamment lourd, très lourd, ça demande beaucoup d'investissement, et cet investissement n'est pas rentable, parce que généralement c'est une infrastructure à caractère social. C'est-à-dire l'État doit nécessairement construire des barrages, des centrales électriques pour que les Camerounais aient de l'électricité. Donc, même s'il y a une rentabilité, elle ne peut être qu'à long terme, à très long terme. Les Blancs ne veulent pas ça. Ils veulent arriver là tout de suite et ramasser ce qui est disponible et peut-être partir. Donc, les Blancs se sont rendus compte de ça. Ils se sont rendus compte également que ce maillon-là n'est pas rentable. Ils se sont également rendus compte que le système du transport de l'électricité, c'est-à-dire la construction des lignes d'électricité que vous voyez là, ça qu'on appelle le transport, ce n'est pas les voitures. Donc les hautes tensions, et tout ça, ça qui est dévolé au transport. Ce maillon-là aussi coûte cher à la construction et à l'exploitation, c'est-à-dire à la maintenance. Vous voyez comment ces poteaux-là tombent tous les jours et les arbres qui tombent dessus, et ainsi de suite. Et ils ne sont donc pas intéressés à ces 2 premiers volets, c'est-à-dire le volet transport et le volet production, qui ne sont pas les volets rentables. Ils sont beaucoup plus intéressés au volet distribution, c'est-à-dire à la vente, la mise à la consommation, qui parle des blanchiments, vos blanchiments et des abonnements. Maintenant, c'est la collecte des fonds. C'est pour ça que... Explique-leur que c'est du poteau que l'État a déjà mis à côté de votre maison pour entrer chez vous. Le fil là, qui va quitter du poteau là jusqu'à ton compteur. C'est de ça que les Blancs se sont chargés de faire. Donc les Blancs également, ils se sont rendus compte que la société a été appelée avant. Elle aurait peut-être pu être plus rentable s'il n'y avait pas les 2 premiers maillons, à savoir la production qui est constituée par les barrages, les centrales électriques et autres. Et que le maillon du transport également n'est pas rentable. Donc, ils ont voulu écarter ces 2 maillons pour rester rien qu'avec le maillon qui est le plus rentable. Donc, simplement, quand il récolte cet argent, il faut dire que quand nous payons 1 kW d'électricité, tout cet argent ne rentre pas dans la caisse de Néo, actuellement, qui s'occupe de la distribution. Il y a une partie qui rémunère au secteur de la distribution, dont le transport, le secteur du transport, et il y a une partie qui rémunère la production. Donc, chaque kilowatt que vous payez, il y a un Néo qui reste avec une partie rentre au transport et une partie rentre à la production. Bien entendu, comme je vous ai dit, les coûts, les investissements sont lourds à la production et lourds au transport. Également, l'exploitation est assez lourde. Donc, c'est des maillons qui ne sont pas rentables. Donc, quand les Blancs sont rendus comme ça, ils ont seulement maintenu le volet
ce dernier maillon. C'est ça que j'ai voulu expliquer au pasteur. Donc, maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'État avait raison de vendre même la Sonel? Nous disons non, l'État n'avait pas raison de vendre la Sonel. C'était un investissement de souveraineté, c'est un investissement qui a un caractère social pour que les Camerounais disposent de l'électricité à moindre coût. Maintenant que l'État l'a fait et que ce sont les autres étrangers qui profitent de ces investissements, ça pose un problème, le problème qu'on appelle un problème de souveraineté. Donc, d'une certaine manière, en même temps que les étrangers n'ont pas voulu le secteur de la production et le secteur de la distribution pour avoir une forte rentabilité, ça nous résolvait quand même un problème. Il faut le dire. Vous savez, chaque médaille a un revers. Ça nous résout un problème, le problème de la souveraineté. Si nous avons les barrages, les centrales, qui sont donc rachetés par les étrangers, ça veut dire que c'est les étrangers qui peuvent nous donner l'électricité quand ils veulent, s'ils le veulent. S'ils veulent nous priver l'électricité, ils peuvent également nous priver de l'électricité. Donc, quelque part, même si eux, ils n'ont vu en vue que le problème de la rentabilité qui les intéresse, c'est-à-dire récolter le maximum d'argent possible et partir ça chez eux, mais nous avons même quand même eu par cette stratégie, cette approche qui a permis à l'État de créer des sociétés qui s'occupent de la production. Par exemple, EDC s'occupe des barrages, il y en a d'autres qui s'occupent des centrales à gaz, donc il y en a d'autres qui s'occupent des centrales de production. Maintenant, il y a son acteur qui va s'occuper du volet transport. Ça veut dire que l'État a pu quand même récupérer une partie de la souveraineté camerounaise par cette politique-là. Mais il reste que si nous autres nous souffrons par des investissements lourds qui ne sont pas rentables, nous devrions amortir ces investissements-là par les revenus qui viennent de la distribution, c'est-à-dire de la commercialisation. En principe, ça devrait être ça. C'est ça qui aurait pu permettre que ces investissements qui sont lourds à la production et au transport puissent permettre un retour sur l'investissement un peu plus rapide. C'est-à-dire que si on devait récolter l'argent qu'on a dépensé pour construire toutes les infrastructures qui permettent de produire de l'électricité au Cameroun, si on devait récupérer cet argent-là en 100 ans, on pouvait, grâce au volet de la commercialisation, accélérer cela, peut-être récupérer cet argent-là à 60 ans. Mais cela n'est plus possible parce que le volet commercial est privatisé. La véritable question, c'est de se demander si les Camerounais sont véritablement incapables de commercialiser ce qu'ils ont pu produire. Si nous avons pu produire l'électricité, nous avons pu transporter cette électricité pour l'amener proche du consommateur, de l'usager camerounais, comment sommes-nous incapables, ou comment serons-nous incapables de vendre cela et récolter l'argent? Voilà ma contribution que j'ai voulu donner. Vous voyez un peu? En fait, après toutes ces explications, qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce que réellement, ils ont acheté la Sonel? Ils ont seulement récupéré l'argent que la Sonel produit. Parce que tout est déjà fini, depuis les barrages jusqu'au transport, et jusqu'à chez le consommateur. Et ils prennent seulement cet argent-là pour faire du chantage à la nation. Vous voyez un peu? Mon frère, tu as quelque chose à contribuer? Oui, papa, bonjour. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Je prends la parole parce que ce sont des questions sur lesquelles je travaille. Ce sont des aspects de certaines de mes recherches. Il faut dire que le problème, papa, ce n'est pas le plan. Ils sont une partie du problème, mais les Camerounais, les mauvais Camerounais ou le mauvais Cameroun
en sont la plus grande partie. C'est ça. Parce que les gens ont l'habitude de c'est sur ces bases, je ne coupe pas la parole, c'est sur ces bases-là qu'on a commencé. À partir des accords qui se passent dans les ténèbres. Donc, tu as parfaitement raison. Parce que généralement, les gens aiment parler des privatisations, de la crise économique, comme si le Cameroun avait été le seul pays à connaître la crise. Dans la décennie 90, il faut dire que quand la crise touche les pays africains, le Cameroun n'est pas le seul pays qui est touché. Tous les pays d'Afrique noire francophone sont touchés parce qu'ils avaient des économies qui résistaient uniquement par leurs exportations de matières premières et des produits de rente, comme le cacao, le café, tout ça. Donc quand la crise des coûts des matières premières intervient, toutes les économies qui n'étaient pas diversifiées et qui tenaient seulement du fait de ces produits d'exportation sont touchées. On leur propose donc de se désengager parce qu'il y a un courant de pensée en économie qui est alimenté par des gens comme Milton Friedman, qui dit que pour que l'économie se porte bien, il faut que l'État se désengage des secteurs productifs. Ils ont donc un triptyque. L'État doit se désengager du secteur productif et laisser les privés opérer en laissant les règles du marché. C'est un courant de pensée qui a été conçu uniquement pour les pays africains, il faut le savoir. Voilà. C'est une école des secteurs qui a travaillé pour proposer ce schéma économique pour que les pays africains qui, au sortir des indépendances, devenaient autonomes, qu'on casse leur essor économique. On a donc pensé au consensus de Washington qui a donc accouché ce qu'on a appelé les politiques de désengagement. Tout ce qui est venu dans les années 90 comme les programmes d'ajustement structurel. Cela a été conçu uniquement pour les pays africains. La preuve, les pays d'Amérique latine qui ont connu aussi les crises ont renoncé à l'application des passes comme cela était prévu. On a dit qu'il faut privatiser toutes les sociétés parce que si l'État privatise, seuls les privés peuvent mieux gérer. Ce qui est faux. Les pays européens ont connu la crise à plusieurs reprises. Mais les programmes d'ajustement structurel n'ont pas été appliqués en Europe. Les pays asiatiques ont connu la crise, mais ces programmes n'ont pas été appliqués de cette façon. Hier, je ne sais pas si tu n'étais pas là, j'ai même pris l'exemple de la Grande-Bretagne, qui a connu une crise tout récemment, là, ce qu'ils ont appelé crise financière. C'est l'État britannique qui a recapitalisé les banques pour relancer l'économie. Ceux qui se souviennent savent que le président Biya avait dit « je n'irai jamais au FMI ». Il avait dit qu'il n'ira jamais au FMI. Mais à cause des complicités internes, des économistes camerounais ont dit au président les sorciers, c'était de partir au FMI et s'endetter au FMI. On a donc demandé de privatiser toutes les sociétés d'État. Papa, en France, EDF, Électricité de France, ou Gaz de France ne peuvent pas être privatisés. Il y a des formules juridiques qui sont adoptées pour permettre, par exemple, aux privés d'entrer dans le capital des sociétés publiques. C'est le partenariat public-privé. L'État peut décider que comme je n'ai pas assez de moyens, je peux ouvrir le capital aux partenaires privés. J'ouvre peut-être 5% du capital aux partenaires privés qui viennent avec des fonds pour améliorer le service. Mais c'est l'État qui contrôle la gestion de ce secteur. Papa, on ne peut pas privatiser l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Ce sont des secteurs de souveraineté. On ne peut pas privatiser les télécommunications. C'est impossible dans un pays qui veut se développer sur des secteurs qu'on ne peut même pas toucher, qui ne sont même pas concernés quand on parle de privatisation. Donc il y a deux techniques juridiques. Soit on privatise, on peut privatiser par des concessions ou bien par des privatisations totales, mais l'État a aussi le pouvoir de nationaliser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas croire que parce que nous avons privatisé, c'est fini. L'État peut se lever en matin et décider que je renationalise toutes les entreprises qui ont été privatisées parce que la gestion des privés ne m'a pas convaincu, je récupère mon patrimoine. Parce qu'il faut dire que j'ai des amis qui travaillent à la SONEL. Papa, toutes les entreprises qui sont arrivées ont rentabilisé leurs investissements en 1 an et demi. Il faut dire que AES était au Sénégal, ils ont été chassés au Sénégal. Ils ont fui AES, ils ont fui le Sénégal en laissant leurs effets pour prendre les avions repartis parce que la société mère de l'AES a fait faillite aux États-Unis.
C'est une société qui vient des États-Unis, elle a fait faillite aux États-Unis et ils ont été chassés par le gouvernement américain. D'ailleurs, ils continuent à payer aujourd'hui des indemnités parce que les droits sociaux n'ont pas été respectés, parce qu'ils ont pris des engagements de l'État, ils n'ont pas été à la hauteur. Donc, pour se renflouer, ils sont venus dans des terrains comme l'Afrique, où justement, avec des complicités, avec des sorciers internes, ils ont pris le contrôle des entreprises. AES a rentabilisé son investissement en 1 an et demi. La preuve, quand AES a dit qu'ils partent déjà, ils avaient déjà rentabilisé, ils avaient de l'argent pour payer les dettes aux États-Unis et repartir, on a donné la semaine à Au Cameroun est devenu leur vache à lait. C'est une vache à lait extraordinaire. Puisque derrière Emelo qui est là aujourd'hui, c'est Artis. C'est un fonds souverain. Ils font dans la spéculation sur les marchés financiers. Artis n'a jamais produit de l'énergie nulle part au monde. Leur premier pays où le pays où produit de l'énergie suffisamment, c'est le Cameroun. C'est un fonds qui part sur les marchés financiers pour lever des financements. Ils disent qu'il y a un projet important au Ghana, il y a un projet important en Afrique du Sud, c'est un projet crédible, voici pourquoi il est rentable. Ils soumettent le projet aux investisseurs et ils lèvent les fonds sur le marché financier. Leur travail, c'est lever les fonds et allouer les fonds aux investisseurs. Donc, eux, ils vendent de l'argent, mais c'est des usuriers. Artistes, c'est des usuriers. Ils viennent au Cameroun avec des sorciers internes, ils ont pris la sonnette. Et quand on a commencé à parler pour dire que Artis est un fonds souverain, ils ont pris notre partenaire qui est un fait quoi, qu'ils ont mis devant qui est Emelo, mais derrière Emelo, c'est Artis. Voilà la vérité. Ce sont les Camerounais eux-mêmes. Les sorciers, c'est des sorciers. Ce sont des sorciers. Parce que à la FMI, on a créé une structure qu'il faut détruire, qui s'appelle la commission de privatisation, qui est une commission qui, en principe, va avoir fermé depuis les années 90. Mais les milliards qui sont consommés à la SNI par la commission de privatisation, c'est elle qui tue ce pays. Parce qu'à chaque fois où on dit, voici une entreprise qui se porte pas bien, il faut voir comment régler le problème. Leur proposition, c'est, monsieur le président, il faut privatiser. C'est à la SNI. Et quand ils partent négocier, on n'envoie pas les Camerounais qui peuvent négocier. Comme le frère Olivier est compétent sur les questions de pétrole, on n'enverra jamais négocier aux questions de pétrole. L'équipe qui part négocier, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler du pétrole. C'est-à-dire qu'on prend 2 ou 3 Camerounais, là, on leur dit, allez négocier. Qu'est-ce qui se passe? On nous explique comment la négociation se passe. Dès qu'ils arrivent peut-être à Genève pour une négociation, la veille, on les reçoit, on les fait manger, on leur donne des femmes. Ils boivent jusqu'au matin. Quand ils sont en train de discuter à 9h, on vient leur dire que la réunion a commencé. En le temps, on a préparé leurs enveloppes pour devenir au pays. Tous rangent la pénale. Donc tout ce qu'on leur demande là-bas de signer, ils signent même sans comprendre. Parce que avec le bon monsieur, quand on est un peu sérieux, quand on regarde les textes que nous adoptons, puis les accords que nous signons, on peut se dire qu'au Cameroun, il n'y a même pas 2 personnes qui ont le CV. Quand vous lisez parfois certains accords, vous dites que ce sont des experts camerounais qui sont allés aux négociations, qui ont signé ça, vous avez avec les larmes aux yeux. Uniquement des sorciers. Voilà, c'est la Commission nationale de privatisation. Elle a la FMI. Nous sommes aujourd'hui supposés être sortis de la phase de privatisation. Il y a eu le point d'achèvement en 2006. On a dit que le Cameroun a repris les possibilités de croissance, on a stabilisé professionnellement la balance des paiements, on a maîtrisé l'inflation. Maintenant, on peut rechercher plein emploi de la croissance. La Commission nationale de privatisation ne devrait plus exister, mais elle continue à bénéficier des financements chaque année de l'État. Ça veut dire que son objectif est de continuer à privatiser et de privatiser tout ce qui continue à exister. À moins on privatisait la Camtel si le président n'avait pas été vigilant. Donc ils sont dans cette logique. Si on ne prend pas les mesures nécessaires, on est mal parti. C'est ça que nous sommes en train de Voilà donc la réalité de l'affaire. Tout ce qu'on dit là, Socatrel qu'on crée aujourd'hui, papa, c'est des mesures inutiles. Il faut avoir le courage de le dire. La seule solution, c'est de renationaliser la société. C'est ça. Parce que il est inexplicable que la phase de production et de transport, qui est la phase la plus coûteuse, on laisse ça à l'État. Et on a une grande partie que le monde peut vendre. Tout le monde peut vendre. Pourquoi je vous donne un exemple pratique hier. Je cultive mes tomates. Je les transporte avec le camion jusqu'au marché. Et je dis à Maya, ok, prends tout. Et tu me donnes ce que tu pourras me donner. Est-ce que c'est raisonnable? Même la question de l'eau, c'est la même question. C'est nous qui produisons l'eau, c'est nous qui nous assurons le transport de l'eau. Et arrivé au robinet, quelqu'un vous dit que c'est lui qui vend l'eau. C'est la même chose. Et c'est lui qui commande. Et
quand on voit le climat qui a été fait entre Tamois, Terrassé, et tout, c'est le même banditisme qu'on a fait de reproduire avec AES, OMS, Socatrel et tout ce qui suit. Donc nous avons vendu notre pays, les sorciers ont vendu le pays que nous devons récupérer. La seule solution, papa, il n'y a pas deux techniques, c'est la renationalisation. Parce que dans tous les pays, personne n'a jamais privatisé les secteurs productifs, les secteurs de souveraineté. Il faut renationaliser. C'est ça que je le dis depuis longtemps. Que même s'il y a des accords signés en dessous, ce que nous savons officiellement, c'est que nous sommes un pays souverain. On doit prévaloir cette souveraineté. C'est ça que je suis en train de dire. Et tu as ajouté, Olivier. C'est simplement pour apporter de l'eau à son moulin, donner un exemple concret. Quand il a dit que quand on envoie des experts pour aller faire des négociations, pour aller étudier quelque chose, ils arrivent là-bas, on les gère d'une certaine manière. Il y a eu un grand projet ici qui avait beaucoup de fraude sur les produits pétroliers. Ce problème de frelatage des produits pétroliers, ou alors de l'entrée des produits qui venaient soit du Gabon, soit du Nigeria, soit du Nigeria. Il fallait marquer, c'est-à-dire mettre une substance chimique dans notre carburant pour pouvoir le reconnaître par les tests. Et ce projet qui était assis au ministère des Finances, notamment auprès du ministre délégué chargé du budget, ce projet devait être conduit par SGS, la Société Générale de Surveillance, qui est une société française. Et comme SGS a dit au Cameroun que nous avons déjà fait cette expérience-là au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et autres en Afrique de l'Est, le Cameroun a constitué une commission dont j'ai eu le privilège d'être membre parce que je représentais tout le secteur de la distribution, parce que j'étais secrétaire général. Quand on est donc arrivé, on nous a mis en mission en Afrique de l'Est. On arrive au Kenya, SGS nous appelle, et SGS nous installe, et nous avions fait l'émission. SGS nous installe, et quand on commence à organiser le travail, c'est-à-dire que voilà, le plan des vols pour aller en Ouganda, l'autre base était au Kenya, à Nairobi, aller au Ouganda, aller en Tanzanie et autres. LGS vient et nous demande si c'est même nécessaire qu'on fasse tous ces déplacements-là. Parce que ce qu'ils font partout ailleurs, c'est la même chose qu'ils font au Kenya. Donc on a allé voir ce qui se fait au niveau de Nairobi, et puis on laisse tranquille le reste des jours d'émission, on les consomme sur place et à leurs frais. Donc personne de nous n'a dépensé un seul franc de son argent d'émission que le Cameroun nous a donné. SGS nous a pris en charge de bout à bout. Si nous étions des joueurs, on nous aurait même pris les femmes. C'est pour dire que justement, si nous n'avions pas une dame qui était chef de mission, qui est vraiment une femme de poing, Madame Gomo, elle est encore ministre des Finances, une femme de poing, cette mission-là, on n'allait pas l'exécuter. On allait dormir dans les hôtels à Nairobi, et puis faire le rapport que c'est bon, SGS, il faut qu'on leur donne ça. Et c'est quelque chose qui devait produire des milliards par mois, cette opération-là. Heureusement, notre mission nous a permis de comprendre que la société SDP et la société Hydra, qui est une filiale de SNH, pouvaient faire ce travail-là. On n'avait pas besoin de la société SGS. Oui. On avait simplement besoin d'acheter ces produits chimiques-là n'importe où à travers le monde. On appelle ça les marqueurs et les utiliser. C'est comme ça que ce projet a échoué. Vous voyez. Heureusement, cette fois-là, au moins, ça a pu marcher. Même comme ils vous ont pris au petit soin. Tu as dit.
c'est parce que toujours les sorciers sont venus tout saboter. Comment on peut expliquer qu'une entreprise comme Alucam, qui a des financements français, c'est une société qui n'est pas camerounaise, il faut dire les choses telles qu'elles sont, paye le courant à un franc symbolique. Pourtant, sur tous les kilowatts qui sont produits par le Cameroun, Alucam utilise 75%. Et les paiements pour les consommateurs, c'est nous qui payons la consommation pour Alucam. C'est pour ça que même les négociations sur la loi de libéralisation de l'électricité ont été verrouillées. Il y a le projet Ritiko Alcam qui devait travailler à l'extension d'Alucam. Ce projet est financé par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale voulait une loi sur l'énergie qui baisse même encore les coûts des consommations d'Alucam. Et devait permettre que Rio Tinto Alcan devait s'installer à l'île et produire sa propre électricité et vendre cette électricité de tout le côté de Kribi et de Gola. Donc, en plus même de ne même pas payer les consommations, il voulait encore créer tout un business à côté, commencer à vendre de l'électricité au Cameroun. Wow. Ça veut dire vendre l'énergie du Cameroun au Camerounais. Et si vous regardez dans le projet, les conseillers de Rio Tinto Alcan, c'est les Camerounais. Vous regardez les gens qui sont derrière, c'est les membres du gouvernement. Chaque station de service que vous voyez dehors, il y a un membre du gouvernement derrière. Vous ne pouvez pas vous lever un matin pour créer une station de service. Vous allez passer au Parlement. Vous allez passer comment pour avoir l'autorisation de créer une station de service. Derrière chaque permis d'exploitation de bois, il y a un membre du gouvernement pour regarder les données. Et c'est pour ça que quand vous dites que maintenant on doit baisser, j'ai suivi les débats toute cette semaine à Cameroun Tribune, même on a parlé pour baisser le prix du ciment, baisser le prix de l'électricité, c'est une grande plaisanterie. Puisque ceux qui sont supposés négocier avec les partenaires privés, avec ceux qui produisent, sont eux-mêmes partenaires de ceux qui produisent. C'est-à-dire que vous demandez à un directeur, à un membre du gouvernement, de négocier avec le groupe Lapage, qui est le ciment du Cameroun. Parce qu'on parle souvent du ciment, ce n'est pas notre ciment. On nous parle de la banane de John Pédia, ce n'est pas pour nous, c'est pour le groupe Castel. Il y a eu des scandales sur la banane de John Pédia parce que tout le monde sait que les insecticides qu'on utilise là-bas, les produits phytosanitaires qu'on utilise là-bas, gâtent le sol de John Pédia pour 100 ans. Et que les cancers en John et dans toute la région supérieure de 20 km à la ronde, les gens auront des cancers pendant au moins 100 ans. Tout le monde le sait et que l'affaire de qui est en prison, c'est parce qu'il a dénoncé ça, il a dit qu'on ne peut pas accepter. Le groupe Castel, le groupe français. Quand on parle de la banane camerounaise, on ne parle pas de banane camerounaise. Ça n'existe pas. C'est les Bamileke qui ont beaucoup de cancer. Hein? Tu vois que le cancer vient beaucoup plus chez les Bamileke. Non, ça tu es qui? Tu es censé après l'économie. Je voulais poser la question que tout ça, ça a une à voir, c'est pour aboutir à quoi? Toi, tu es qui? J'espère que ce que tu veux commencer avec là, tu vas pouvoir supporter. Toi, tu es qui? Marcher selon vos ancêtres. Je suis le pasteur Caleb. Voici le frère Olivier, voilà le frère Macron. Toi, tu es qui? Vous n'êtes que les enfants d'hier. Toi, tu es donc qui? Présente-toi, non? Je suis Charles Atamina. Ah! Donc c'est vous qui êtes tapis dans l'ombre là pour faire ces choses? Aïe! Hein? Mais vous savez que tout le premier jour de ce séminaire, on a compris que c'est les alliances qui sont tissées dans les ténèbres qui affectent nous autres maintenant en plein jour. Comme ces histoires d'accords et tout ça là. Charles Atamina. Nous sommes nombreux. Tu es avec qui? Avec Yovel. Ok. Les amis, vous voyez ces histoires?
Voilà des choses qui affectent physiquement la nation. Mais ça a été fait spirituellement. Ça a été fait spirituellement. Vous avez l'histoire, non? Que nous étions les meilleurs combattants du Cameroun, non? On est mort pour la cause du Cameroun, non? Non, Charles, est-ce que tu es mort pour la cause du Cameroun? On sait qu'on t'avait acheté depuis. Qui? Toi? Qui m'a acheté? Les Français. Pourquoi? Pour vendre le Cameroun. Donc, ça ne suffit pas encore de Qatar parler là, venir maintenant, dans le corps de ces femmes. C'est ce que je suis en train de demander, que ce que vous commencez là maintenant, que vous. Parce que je vous vois, tu es allé au marché, tu as acheté les compléments. Hein? Le complément, tu fais la sauce. C'est pour manger quand? Si j'ai déjà commencé à faire la saucette, je vais manger dès que c'est cuit. Tu sais que je viens même beaucoup plus pour toi. Pour lui, là, son temps est à bébé de lui. Mais toi, là, il faut ouvrir ta bouche comme ça, là, quand tu es au banc de douche. Je parle. Et je vais continuer à parler au nom de Dieu. Tu as acheté qui? Les gens sont venus négocier avec eux la fois. Tu as acheté qui? Moi, je suis le fruit de la négociation. Le fruit? La négociation. Le fruit de la négociation. Parle, donnez-lui le micro. Bonjour maman. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour. Tu me dis quoi? Depuis 5 mois, je n'ai pas vu ma fille. Depuis le matin, j'étais ici. N'importe qui a entré ici avec son enfant, n'importe qui a entré ici avec son enfant. Depuis 5e mois, je n'ai pas vu ma femme. Eh oh! Eh oh! Ta fille est où? Elle est à toi-même. Ok. C'est moi ta fille? Je suis déjà ta fille. Maman. Maman. On m'avait laissé, on m'avait laissé maman, mes enfants depuis quand même. Depuis 14 ans. Le préfet m'a laissé depuis 14 ans. Le restaurant m'a laissé depuis 8 ans. Je ne vois plus les enfants. Maman, aujourd'hui c'est quel jour? Hein? Attends, aujourd'hui c'est quel jour? Hein? Maman, réponds-moi non. Aujourd'hui c'est quel jour? Tu vas donc t'entendre parler. Ouais. Aujourd'hui c'est quel jour? Réponds-moi. Je suis froid sur la tête. Je suis froid sur la tête. Attachez le pain là-bas. Attachez le pain là-bas, vous n'entendez pas. Vous voyez la sorcellerie? Ok. On est quel jour aujourd'hui? Hein? Micro. Je ne connais pas le jour. On est donc dimanche. On est dimanche matin. Je connais pleurer des enfants. Je connais pleurer des enfants. On est donc dimanche matin. Ici, là, c'est le tabernacle de la liberté. Un lieu de culte. Au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes là pour faire le culte. On n'est pas là pour pleurer à chercher les enfants. Est-ce que tu comprends, maman? Qui t'a devant ma bouche?
Hein? Si tu es venu ici, c'est pour adorer Dieu. Si tu c'est pour l'adorer, tu t'assois, tu l'adores. Je veux des enfants. Tu as compris, non? Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le culte. Donc, je veux mes enfants pour quitter chez moi avec eux pour venir. Ce qui viennent ici, là, c'est pour adorer Dieu. Assois-toi si tu veux adorer. Si tu ne veux pas adorer, tu sors. Je ne sors pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je veux des enfants pour sortir. On continue avec nos... Vous voyez la sorcellerie en plein jour. Hein, on continue.